Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer, en partenariat avec Duno. Dépassé, voire ringard, le slow a malheureusement disparu des pistes de danse. Mais bonne nouvelle, on retrouve le slow aujourd'hui dans tous les secteurs où le fast a fait des ravages. Slow food, slow fashion, slow marketing. Donner du sens à nos activités, agir en toute conscience, produire de manière plus raisonnée, voilà ce à quoi aspire la démarche slow. Plus qu'un concept, elle s'applique désormais à l'échelle de l'entreprise et participe à redéfinir son rôle pour être plus en adéquation avec les besoins de la société actuelle. Afin de mieux comprendre ce concept, nous avons l'honneur de recevoir Heidi Vincent et Ken Dupont, tous deux co-auteurs de l'ouvrage Oser le slow en entreprise aux éditions Duno. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi faut-il aujourd'hui plus qu'hier repenser le fonctionnement des entreprises ? En fait, ça part d'un mouvement d'industrialisation qui n'a pas été réellement réfléchi et finalement, on voit bien qu'on arrive sur des rythmes aujourd'hui qui sont un peu en opposition avec des limites qui sont atteintes, notamment en termes de matières premières et ressources. Et finalement, on sent bien, c'est ce qui nous avait intéressé à travers cet ouvrage, c'est de se dire qu'il va falloir peut-être un petit peu ralentir, mais pas que, parce que le slow, c'est pas juste ralentir pour ralentir. Ralentir quand on va droit dans le mur, on continue à aller droit dans le mur. Et ce qu'on essaie de proposer justement avec cet ouvrage, c'était de se dire comment on peut réorienter la direction après avoir en quelque sorte repris du temps, surtout en fait, pour réfléchir sur le sens un peu de nos actions et du développement qu'il peut y avoir dans l'industrie, justement, développement de produits, de services. Et puis bien sûr tout ça qui est soutenu par nos métiers respectifs avec Heidi et moi, c'est-à-dire marketing et design. On est quelque part contributeur dans cette machine industrielle et quelque part on a un rôle à re-questionner notre métier aujourd'hui et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers justement cet ouvrage sur le slow. Le rôle des sociétés est amené à évoluer à l'heure de l'urgence climatique, des nouvelles attentes des consommateurs et de la perte de sens au travail. Pouvez-vous nous définir le concept du slow en entreprise ? On a utilisé les préceptes du slow food qui est apparu dans les années 80 quand on a commencé à voir les ravages du fast food. Vous pouvez manger un burger lentement, ça reste du fast food et ça continue à faire des ravages. Donc en effet, il n'y a pas de notion de lenteur, notamment dans l'entreprise, il faut être très rapide à certains moments. Là, il y a une urgence, on voit les ravages du fast, on voit les limites de notre modèle, il y a une urgence à se poser pour transformer notre modèle. On a vu la transformation numérique, aujourd'hui on est sur une transformation sociétale et environnementale. Le slow en entreprise, ça a une visée qui est la durabilité. Pas de notre modèle actuel, parce qu'on voit bien qu'il ne fonctionne pas, mais la durabilité de notre société et surtout de son environnement dans lequel on vit. Donc c'est la première chose. Pour ça, il y a deux éléments dans ce modèle-là. C'est de prendre conscience de notre impact, de nos limites énergétiques notamment, limites en termes de compétences aussi, limites en termes humaines, de charge d'attention, de charge de travail, limites aussi à réussir à aller au travail tous les jours et trouver du sens. Prendre conscience de ces limites, ça prend du temps. Et dernière chose, donc le troisième pilier du slow, c'est de travailler ensemble, c'est la collaboration parce que les enjeux sont énormes et pour y répondre, c'est pas avec les compétences aujourd'hui actuellement disponibles en entreprise qu'on peut y répondre. Il va falloir élargir notre domaine de compétences, intégrer des compétences qu'on n'avait pas l'habitude de voir en entreprise, peut-être plus de psychologues, plus de climatologues, plus d'ingénieurs en environnement, même quand vous êtes en entreprise qui est dans le domaine du service qui n'a strictement rien à voir avec l'environnement à première vue. Mais si on parle de mesurer son bilan gaz à effet de serre, faut forcément avoir des gens qui connaissent ça. Et personnellement, moi, marketeuse, ma bio s'est arrêtée en seconde, mon niveau en bio. Donc, même si je suis très engagée dans une démarche RSE, si je veux mesurer le bilan de gaz à effet de serre d'une entreprise, il faut que je m'entoure de compétences scientifiques, de gens dont c'est le métier. Donc, c'est la collaboration qui est bien plus large que ce qu'on pense aujourd'hui, en fait. Donc, c'est ces trois piliers, durabilité, collaboration et puis conscience, un peu plus de conscience de notre impact. Contrairement à ce que son nom indique, le mouvement slow ne signifie pas ralentir. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ? C'est se poser d'autres questions, c'est prendre le temps de se poser des bonnes questions. Et finalement, ce que l'approche slow à travers ces trois piliers peut proposer, c'est maintenant comment on fait pour insuffler ça. Et finalement, on a cherché à avoir des outils pour se poser les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, on sent bien que nos métiers, marketing et design notamment, on a été formés à créer des bons produits pour l'utilisateur, pour une cible business, mais on n'a pas été formés pour créer des bons produits pour la planète. Et les outils manquent dans nos métiers. Et finalement, pour justement ne pas juste ralentir, mais bien avoir une autre direction dans le développement business et de produits et de services, c'est bien de se poser des nouvelles questions. On a essayé de
de croiser les questionnements du slow à ceux du marketing ou ceux du design. Alors, souvent, on connaît le design qu'à travers cet aspect désirabilité, parce qu'on a envie de faire quelque chose de joli, mais juste pour vendre plus, et pas forcément déjà de traiter la partie est-ce que c'est lui réellement utile. Par contre, vous pouvez faire un produit qui est biosourcé, mais qui peut être antinomique avec une autre volonté qui est peut-être celle de l'éthique. Vous pouvez biosourcer vos matériaux, mais faire fabriquer votre produit par des esclaves modernes dans des usines à bas coût, dans des pays très lointains. Ce sont des questions qu'aujourd'hui les méthodes de design n'adressent pas ou peu. Et finalement, avec le slow, pour se poser ces nouvelles questions, justement, on va se poser des questions d'impact, de respect, d'adaptabilité, d'élévation et de collectif. Alors, c'est les 5 grands piliers que moi je vois côté design. En tout cas, c'est voilà, essayer de se poser la question, au-delà de l'utilisateur, est-ce qu'on ne va pas impacter tout un écosystème d'acteurs, de prestataires, de fournisseurs, de distributeurs? Est-ce qu'on fait ça dans le respect de la planète, de l'humanité, des hommes qui vont travailler et qui vont utiliser ces produits et services? Est-ce qu'on fait en sorte que on va couper court justement à toute cette notion d'obsolescence programmée, notamment avec des produits qui sont plus durables, qui seront modulables, adaptables, qui vont suivre plus facilement les modes, traverser le temps, qu'on va pouvoir réparer. D'autres ambitions aussi du slow qui sont donc élévation et collectif, qui sont voilà, comment on fait en sorte que le produit apporte plus qu'il ne prend. Comment on fait en sorte que les gens qui utilisent nos produits et nos services s'élèvent spirituellement, éthiquement et ainsi de suite. Et puis le collectif, ce côté collaboratif et au-delà de la collaboration, même comment on inclut des collaborateurs qui travaillent sur ces sujets-là, sur les produits et services, mais comment on inclut même les personnes utilisatrices ou impactées par le produit et le service. Juste un petit aspect RH, parce que même si j'ai la casquette marketing, je travaille aussi l'aspect marque employeur et souvent on me dit oui, il faut améliorer l'attractivité de nos emplois, donner plus de sens à nos collaborateurs. Je vous donne un exemple. C'est très rapide en effet d'envoyer les objectifs à n'importe quel, je sais pas, quelqu'un qui écrit des contenus sur Internet ou un commercial en disant il faudra faire plus temps. Ça, c'est très rapide, c'est un mail, je te balance le fichier Excel avec les indicateurs, les objectifs. Là, on est dans le fast RH. Si vous voulez faire du slow, ce sera juste de lui prendre le temps, de lui donner la vision de peut-être à quoi vont servir ces objectifs de manière plus globale, d'y contribuer à quoi. Pourquoi on vise ces objectifs, pourquoi plus 12 et pas plus 13 ou plus 11. C'est donner un peu plus de sens à ce chiffre et ça prend un petit peu plus de temps. Donc ne serait-ce que lui donner une vision un petit peu plus, sans rentrer dans de la philosophie, mais lui donner the big picture, comme disaient les Anglais, la vision d'ensemble de l'entreprise ou de l'exprimer avec ces mots qui lui parlent à lui. Ça demande un petit peu de recul et donc un petit peu de temps. Donc le temps, c'est vraiment pas une idée de ralentir, c'est juste le temps génère beaucoup de qualité dans les échanges, dans le travail, quand on a une seconde de plus, on pense à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Concrètement, comment appliquer le slow en entreprise ? On a des outils. Vous pouvez le prendre en vous disant « Ok, on met tout à plat et on y va pour du slow et en 3 mois, c'est changé. On sera dans une vraie démarche slow. » D'ailleurs, personne n'engage une démarche slow. Les gens engagent une démarche RSE ou un repositionnement ou une transformation de leur business model. Et le slow est un moyen, un angle de vue, c'est-à-dire reprendre la main sur son temps. Concrètement, c'est un peu comme une démarche RSE. Regardez ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on arrête. On a des outils qui permettent d'avoir une vision globale de l'entreprise et de regarder sous différentes formes, soit de manière silotée, regarder par département quelles sont nos pratiques aujourd'hui en distribution, en communication, dans la production, dans la RH, etc. et de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête. Et puis, vous avez aussi l'option, il y a une entreprise qui s'est dit on va lancer une gamme durable. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce processus de développer une gamme durable, ça questionne le fonctionnement de l'entreprise, notre relation avec nos fournisseurs, avec nos distributeurs, avec nos fameuses parties prenantes, ça questionne les process dans l'entreprise. Et donc, en fait, ce petit lancement de gamme, ce petit lancement va impacter toute l'entreprise qui va se transformer petit à petit avec cette version bêta, on va dire, du slow. Et puis, il y en a d'autres qui s'attaquent directement au business model. C'est intégrer la RSE dans le business model en disant on va avoir de nouveaux indicateurs. C'est pas pour autant qu'on va arrêter les indicateurs financiers, mais on va réussir à avoir des indicateurs sociétaux, environnementaux. Et ça va changer la façon de voir les choses, les processus, les méthodes. Et puis petit à petit, tout le monde va évoluer. Mais ça se prend sur plusieurs années. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une méthode avec un ensemble d'outils qui s'enchaînent, qui se complètent. Tous les dirigeants ou les entrepreneurs ont travaillé sur ce qu'on appelle le Business Model Canva, qui est un outil qui vous permet d'avoir une vision globale de votre entreprise sur comment elle va se faire de l'argent, avec qui elle va travailler, comment, qu'est-ce qu'elle a à offrir. C'est super, mais en 2022, on doit aussi réfléchir avec qui on va travailler, mis à part nos partenaires financiers, on va dire la banque, nos fournisseurs, etc. Il y a d'autres parties prenantes. On va intégrer aussi la notion de gouvernance, dont on ne parle pas dans le Business Model Canva. On va intégrer toutes les dimensions liées aux objectifs de développement durable.
Donc, on garde le business model Canva et on lui rajoute les autres dimensions qui sont très importantes en 2022 et qui vont peser beaucoup plus sur le modèle d'affaires traditionnel au fur et à mesure des années. Donc, c'est des outils et des modèles. Il faut vraiment prendre en compte la culture de l'entreprise. Est-ce que le slow a un coût? Ce que pointe du doigt la question, c'est la valeur qu'on voit. Et en fait, ce que finalement expliquait Heidi à l'instant, c'est cette notion de valeur. Où est-ce qu'on va chercher de la valeur? Par le passé, quand on concevait des entreprises ou des services ou des produits, il y avait cette notion de valeur économique. Et ce que propose le SO, c'est d'aller chercher d'autres formes de valeur, comme justement la valeur déjà en fait éthique, la valeur sociétale. C'est ce que font notamment ces entreprises à mission. Ils vont chercher de la valeur, ils ne vont pas chercher de la performance et de la croissance à tout prix. Ils vont chercher à atteindre un seuil de rentabilité. Et une fois qu'il est atteint, peut-être développer d'autres formes de valeur que juste du bénéfice. Le flow, en fait, en soi, prend juste du temps, c'est de la réflexion, c'est du bon sens. Par contre, on apprend à avoir de la valeur ailleurs, ailleurs que dans l'objectif économique. Mais encore une fois, on ne veut pas paraître comme des huluberlus en disant non, il ne faut pas que ça soit économique. Si, bien sûr, il y a une forme de viabilité, sinon, quelles que soient vos intentions, vous n'arriverez à rien si vous n'êtes pas un minimum viable et rentable. Ce qu'on essaie de pointer du doigt, c'est que cette notion de valeur, elle se trouve aussi ailleurs. C'est peut-être ça qu'on a à gagner finalement en faisant du slow. Plutôt que de voir ce que ça coûte, on a à gagner quelque chose de beaucoup plus durable. Aujourd'hui, un bon nombre de secteurs, mais c'est pareil dans le textile, c'est pareil dans le BTP, il y a un gros problème d'attractivité. Vous pouvez proposer un bon salaire, donc ce serait la valeur financière. A priori, pour les nouvelles générations, ça ne suffit pas. Et donc, c'est encore cette notion de sens qu'on donne. Et la valeur qu'ils cherchent dans leur travail ne réside pas. Malheureusement, ils sont très exigeants, ils veulent le salaire. Et ils veulent aussi d'autres sources de valeur, à savoir le rôle qu'ils jouent dans la boîte, ne pas être un simple numéro. Ils ont plein d'autres choses, une notion d'épanouissement. Peut-être De aussi montant. bien-être. Oui, oui, bien sûr, le bien-être, c'est clair, la QVT, qualité de vie au travail, mais il y a d'avoir une vision aussi de leur métier dans 5 ans, dans 10 ans. C'est enrichir aussi leur poste, leur job dans l'entreprise. Tout ça, aujourd'hui, c'est juste de la réflexion. C'est pas travailler la marque employeur, c'est avant tout de la réflexion de qu'est-ce qu'on offre à un salarié à part son salaire, qu'est-ce qu'on lui offre. Est-ce qu'on offre une bonne ambiance? Est-ce qu'on offre de la flexibilité? Est-ce qu'on offre de la formation? Est-ce qu'on offre de la formation sur autre chose que ton cœur de métier, mais un enrichissement intellectuel aussi? C'est un investissement pour garder les gens, parce qu'on connaît le coût d'un turnover, on connaît le coût d'un départ, que ce soit un cadre ou un non-cadre. Le coût pour l'entreprise est énorme. Je pense que l'investissement dans un mieux-être dans l'entreprise et dans le sens est plus faible que le coût d'un départ. Nous venons de le voir, le slow est une réelle opportunité pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises s'y mettent. Beaucoup d'entreprises comprennent qu'elles doivent se transformer pour être durables. Elle a un rôle bien plus vaste que de créer de la valeur pour ses actionnaires. Ça, c'était le modèle économique capitalistique traditionnel. Elle a une valeur qui est aussi de donner du sens à votre journée, à votre semaine, à votre lundi au vendredi ou lundi au samedi, de donner du sens dans votre épanouissement personnel. Elle a du sens par rapport au développement économique et au développement localement. Elle a un rôle énorme. Et donc, ce qu'expliquait Keynes, c'est qu'elle crée de la valeur, qui n'est pas que financière, qui aujourd'hui n'est pas valorisée, dont on ne parle pas assez. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas des licornes et qui ne font pas des croissances à double chiffre en 3 ans, mais qui ont une valeur énorme dans les yeux de leurs collaborateurs ou à l'échelle de leur territoire, qui aujourd'hui, comme on n'arrive pas à le monnayer, n'est pas assez mis en avant. On va prendre un cas concret. Il s'agit d'une PME ETI qui décide de mettre en place une action RSE. Elle n'y connaît rien. Elle souhaite également utiliser le slow. Comment doit-elle faire ? Il faut que ça parte à la fois, on va dire, du grand patron et une impulsion un peu top-down, avec une refonte de la stratégie, de la vision même de l'entreprise, de ses missions, de ses ambitions. La meilleure chose à faire, c'est de partir du bas, c'est-à-dire des produits, des services. Et là, moi, je pense que, enfin, ça c'est mon point de vue peut-être très personnel, mais il faut partir de la proposition de valeur. Vous savez, quand vous concevez un produit ou un service, la première chose que vous concevez, c'est de dire qu'est-ce que je veux proposer comme valeur pour mon futur client ou utilisateur. Est-ce qu'il veut gagner du temps? Est-ce qu'il veut avoir une valeur d'estime, une reconnaissance sociale, et ainsi de suite. Donc, vous construisez cette proposition de valeur. Et cette entreprise qui part de rien, c'est d'insuffler ces nouvelles questions au moment où vont créer un nouveau produit, c'est à dire, ok, au-delà de la valeur pour l'utilisateur, quelle valeur je veux créer en plus? Est-ce que je veux créer de la valeur aussi pour le territoire? Est-ce que je veux créer de la valeur pour mes collaborateurs aussi, tout simplement? À quel moment on va pouvoir récupérer cette valeur? Et ça c'est un truc qu'on n'a pas trop adressé encore en ce moment, mais c'est cette notion de chaîne de valeur aussi. C'est-à-dire concrètement comment on peut faire pour mettre en marche du slow dans l'entreprise, c'est déjà réquestionner la manière dont l'entreprise crée de la valeur. C'est-à-dire, est-ce que on est bien éthique? Cette idée qu'on va faire un brainstorming, est-ce que ça va être fait de manière
saine. Est-ce qu'on va prendre le temps d'écouter les utilisateurs, de faire une enquête de terrain pour répondre à des vrais problèmes qui concernent des vrais gens. Donc cette partie créer, première étape de cette chaîne de valeur. Et puis après, il y a la partie on va dire distribution, comment on va délivrer cette valeur. Donc est-ce qu'on va peut-être mieux travailler avec nos distributeurs, arrêter de leur demander de livrer des colis en moins de 5 heures à travers toute la planète. Peut-être qu'en tant qu'utilisateur, on n'a peut-être pas besoin de ça, j'en sais rien, mais en tout cas, on va re-questionner cette partie-là. Et puis, si on continue sur toute la chaîne de valeur, il y a la partie aussi, la manière dont est perçue cette valeur auprès des utilisateurs. Peut-être qu'il y a aussi des nouvelles questions à se dire, est-ce que je connais suffisamment bien les personnes à qui je m'adresse ? Et est-ce que ce que je propose a vraiment de la valeur pour eux? À quel point ce que moi je propose est réellement perçu comme ayant de la valeur pour mes utilisateurs? Et puis, on l'a déjà questionné finalement, c'est concrètement comment moi je capture en tant qu'entreprise, comment je capte une partie de cette valeur produite, parce qu'il y a un circuit malgré tout de viabilité. Mais c'est aussi re-questionner en disant est-ce que finalement je n'aurais pas un intérêt à valoriser ma marque parce que je sais que je valorise mes employés, je valorise aussi peut-être des circuits courts et ainsi de suite. Et donc, ça va apporter de la valeur aussi pour mon entreprise, au-delà de la valeur pécuniaire, mais une valeur sur la propriété intellectuelle, sur la marque. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou finalement, toute personne qui est habituée aux outils de l'entrepreneuriat, des outils RH ou des outils de design, ça fait le pont en fait avec les outils traditionnels, les outils anciens, j'ai envie de dire, et tous les enjeux énergétiques, de sens, à la fois philosophiques et puis hyper pragmatiques d'aujourd'hui, pour réussir à concevoir un modèle d'affaires un peu plus durable. Souvent, le dirigeant pense qu'il doit endosser le rôle lui-même et impulser la chose. Souvent, ça vient des départements, mais c'est de rassembler tous ces départements autour de la table et de travailler ensemble sur ces outils. Déjà, merci beaucoup. Et afin de ne pas déroger à la traditionnelle question du podcast Up, pouvez-vous nous parler de votre restaurant préféré? Heidi? C'est à Rennes, ça s'appelle Le Bocal et on y mange super bien. Le Bocal à Rennes. C'est un très petit restaurant, très très bon. Et vous, Ken? Je vous invite à aller au Chat. Vous y mangez de la cuisine moderne et c'est à côté de Cosne-sur-Loire. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.